Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs, en compagnie de Guillaume Bigot. Bonsoir à vous. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir à vous, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, quel joli pull vous avez pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, effectivement. Il date de plein de précédentes années. Il y en a quelques-unes, je vous l'accorde. Fondateur du think tank Place de la République, Nicolas Corato, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est publié chez Heredium. Et effectivement, comme vous l'avez deviné, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pouvez aussi nous suivre en vidéo sur le Facebook Live de Sud Radio. Le gouvernement s'est-il converti au protectionnisme? Carrefour voulait se faire racheter par le Québécois Couche-Tard. Le groupe québécois voulait lancer une offre d'achat amical. Il aura essayé pendant une semaine. La marche nuptiale aura sonné pendant une semaine, mais elle s'est fracassée sur le non ferme, définitif et constant du ministre de l'économie Bruno Le Maire. On l'écoute la semaine dernière. Il avait promis dès qu'il avait appris la nouvelle. On va l'écouter dans quelques instants, Bruno Le Maire. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a dit non. Est-ce qu'il faut croire que l'État est de retour, justement, et qu'il s'opposera au rachat de fleurons français, que le dépeçage d'Alstom, avec la vente de la moitié de ses turbines à l'américain General Electric, c'est du passé, tout comme le rachat de Péchinet ou celui d'Arcelor? Est-ce que tout ça, c'est du passé? Est-ce que le gouvernement est devenu protectionniste? Qu'en pensez-vous, Nicolas Corato? Surpris ou pas surpris? Un peu des deux. Bon, il y a le greenwashing, il y a peut-être le protectionnisme washing, mais en l'occurrence, le sujet est quand même de taille. Carrefour, c'est 20% des approvisionnements alimentaires en France. C'est un groupe international, mais c'est aussi un aménageur économique et du territoire en France stratégique. Donc, pas surpris par rapport à la taille de l'enjeu, du défi, surpris de l'irruption médiatique très très forte de Bruno Le Maire sur ce sujet. Je compare avec un autre sujet qui est actuellement en pleine négociation, qui est la guerre entre Veolia et Suez, alors qu'ils sont certes deux entreprises françaises, deux géants français qui s'entretuent, mais quand même qui portent sur un enjeu stratégique qui est celui de l'eau, où on entend moins le gouvernement. Donc oui, est-ce qu'il n'y aurait pas deux poids deux mesures entre finalement la mondialisation sereine quand les groupes français s'achètent entre eux ou achètent des groupes étrangers, et la mondialisation malheureuse ou mal aimée désormais par les pouvoirs publics lorsque des groupes étrangers essayent de mettre main basse sur des groupes français. Tout ça pose quand même la question de la taille de ces groupes et de la stratégie économique que nous poursuivons derrière, entre créer des acteurs locaux qui sont forts sur leur marché ou créer des numéros 1 mondiaux ou des mastodontes mondiaux dont on sait qu'ensuite on a vraiment de la peine à savoir s'ils poursuivent un intérêt national ou s'ils sont tous purement et simplement des acteurs économiques au niveau de la mondialisation. Mais assez surpris, effectivement, de la sortie de Bruno Le Maire sur le sujet, ce qui en dit long sur le débat qu'on va avoir dans les semaines et les mois qui viennent. Il n'aura pas cédé, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et dès qu'il y a la nouvelle, c'est pas fini. C'est vrai. Le sujet n'est pas fini. Oui. Mais dès que la nouvelle, justement, de la tentative de rachat de Carrefour par Couche-Tard est tombée, il était intervenu, Bruno Le Maire, notamment chez nos confrères de C'est à vous, et il avait déjà expliqué que son veto arriverait cette semaine. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment? Donc ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération. Eh bien, Guillaume Bigot, le patron du Québécois Couche-Tard, a traversé l'Atlantique ce week-end pour rencontrer le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il a attendu 3 quarts d'heure dans l'antichambre du bureau du ministre. Il n'a été reçu qu'un quart d'heure et le discours du ministre n'a pas changé. Les Québécois sont assez choqués. Et vous, Guillaume Bigot? Alors, on a problème de liaison avec Guillaume Bigot. Est-ce qu'il faut y voir une entaille sur une entaille? On a retrouvé Guillaume Bigot, justement. Voilà, exactement. J'ai retrouvé le son, en tout cas. Pas l'image, il est là ce soir, je m'en excuse. Pour vous dire que, oui, les Québécois ont raison d'être choqués, les Français ont raison d'être choqués d'avoir un ministre, aurait raison d'être choqués d'avoir un ministre de l'économie qui ne comprend rien à l'économie. Il ne s'est pas aperçu de plusieurs choses. Il ne s'est pas aperçu d'abord que c'est capitalisme de tout pays, unissez-vous. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus de patrie, donc que ce soit un Canadien ou un Français,
Ils n'ont pas de toute façon hésité 5 secondes avant de licencier les gens, même après le gras profit, premièrement. Deuxièmement, monsieur le maire, c'est pas, je crois, s'inquiète de la cession de Carrefour, et en l'occurrence, c'est vraiment doublement, si je puis dire, triplement défensif. C'est défensif parce que il ne s'agit pas de conquérir, il s'agit d'empêcher une entreprise française d'être cédée. C'est défensif parce que c'est vraiment l'économie du monde d'avant. Hein, c'est l'économie Carrefour, c'est vraiment ça qui a déglingué les fameux ronds-points, et les magnifiques paysages français ont été dévastés par les parkings, les supermarchés, etc. Et c'est le monde d'après, parce que on est maintenant dans des circuits courts, on est dans de la production locale. La véritable souveraineté alimentaire, c'est de produire notre nourriture et de faire en sorte que les gens qui la produisent aient des marges et de quoi vivre confortablement, qu'il y ait plus de gens qui soient employés et pas employés à être avec des petits boulots très très mal payés dans les supermarchés. Et enfin, troisièmement, c'est défensif parce que ce sont pas des entreprises de technologie, des hautes technologies comme General Electric ou Alstom, là qu'on a bradé sans barguigner. Donc là, s'il est question d'une entreprise vraiment du passé, qui paye mal ses employés, qui d'ailleurs n'hésite pas à les licencier, je répète. Vous parlez de Carrefour. On en fait de Carrefour, oui, on en fait tout un fromage. Mais on en fait tout un fromage, alors complètement à l'envers. Le journal L'Opinion aujourd'hui rappelle aussi l'opinion des Français sur les entreprises de grande distribution. Une opinion d'ailleurs qui a changé pendant le premier confinement. C'est vrai que les grandes surfaces étaient toujours ouvertes. À la fin du premier confinement, 41%, rappelle l'opinion, des Français estimaient que leur image de la grande distribution avait changé positivement, que ce n'étaient plus les grandes méchantes surfaces qui fermaient les petits commerces, au contraire. 92% qui perçoivent plus positivement aussi ces fameux employés, ces caissières et ces caissiers des supermarchés, et 72% des Français qui considéraient que leur hyper ou supermarché jouait désormais un rôle local plus important de proximité et d'approvisionnement, de liens et même de rencontres. Nicolas Corato, est-ce qu'on s'est mis à aimer les grandes surfaces quand elles ont commencé à avoir de nouveaux concurrents et qu'on s'est aperçu qu'elles étaient en danger? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes surfaces sont menacées par Amazon et l'économie de demain. Alors, certainement, mais l'exemple de Carrefour pose une vraie question qu'on n'a pas vue, ou qu'on a ressentie au moment du confinement. C'est quand même à quel point nous sommes dans les mains de 2-3 groupes, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Hein. Il parle d'Auchan, il parle de Carrefour, il parle de Leclerc. 2-3 grands groupes qui assurent la très grande majorité de l'approvisionnement en alimentation de la population française. Ça pose une vraie question. Moi, je suis ministre de l'économie, je me pose quand même une question. C'est pourquoi est-ce que des groupes privés ont dans leurs mains, finalement, la capacité stratégique d'approvisionner, de distribuer l'alimentation à mon pays. Vous préféreriez quoi ? Mais non, mais quand Guillaume Bigot parle de circuits courts, ça pose aussi cette question. Regardez en Italie. En Italie, il n'y a pas du tout ces énormes conglomérats de distribution. Et l'Italie a gardé des réseaux d'épicerie qui sont des réseaux privés, individuels, qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, qui font en sorte que la gastronomie en Italie se développe parce que les produits sont meilleurs, parce que les producteurs ne sont pas la tête sur le bio des grands distributeurs, et qu'on a encore en Italie des petites exploitations qui permettent à leurs exploitants de vivre. C'est vrai, mais il y a aussi des grandes surfaces en Italie, des très grandes surfaces et des très grandes surfaces françaises en Italie. Oui, mais vous vous rendez compte, Carrefour, 20% de l'approvisionnement alimentaire en France. C'est énorme. Il n'y a pas un pays au monde où on a des groupes qui ont autant d'emprise sur l'approvisionnement, ce qui pose quand même un problème politique de base. Et donc ensuite, on ne s'étonne pas que ces groupes, qui sont des groupes à l'échelon mondial, oublient la France et se disent je vais me marier avec un Québécois, demain avec un Saoudien, après-demain avec un Chinois, et on se retrouvera en France effectivement avec toute une filière agroalimentaire qui a été construite depuis 40 ans sur le schéma de la grande distribution. Donc on arrive aussi au bout d'un cycle, et moi j'aimerais que le ministre de l'économie nous dise quel est le cycle suivant qu'il veut introduire. J'attends également la parole souveraine du nouveau commissaire au plan, M. Bayrou, qui a pris ses fonctions il y a plus de 6 mois, et dont on attendrait quand même par rapport à une crise sanitaire, une crise économique, qu'il nous dise des choses sur la planification. Moi, j'aimerais qu'on ait un sujet sur la planification, par exemple, de la filière agroalimentaire, et qu'on tire les leçons de la crise sanitaire. Dernière chose, Jean-Marie, vous disiez, les caissières
ces femmes majoritairement qui ont été aux premières loges et en première ligne, comme dit Emmanuel Macron, de ce combat contre la crise sanitaire. Oui, bien sûr, il faut leur rendre hommage, mais vous voyez quel hommage leur rend ces grands groupes comme Carrefour. Je rappelle que le projet social de ces groupes, avant même que la crise sanitaire ait lieu, et depuis que la crise sanitaire ait lieu, c'est de virer les caissières et de les remplacer par des machines et des robots. Mais aurait-ce été pire si Carrefour avait été racheté par un groupe québécois? Non mais peu importe, je suis d'accord avec Guillaume. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons contrôler dans cet enjeu absolument stratégique qui est de l'alimentation de notre propre pays et de la distribution alimentaire. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce secteur? Est-ce qu'on veut continuer à le livrer à des gens qui n'ont qu'une approche financière du sujet, qui asphyxient les producteurs, qui, d'une certaine manière, distribuent des produits parfois dont la qualité est à améliorer aux consommateurs et qui, entre les deux, ont une politique sociale, pardonnez-moi de le dire, plutôt légère. Voilà le vrai sujet. Donc j'ai l'impression que sur tous les plans, on perd. Alors certes, on a constitué des mastodontes internationaux qui sont présents dans tous les pays du monde et on en est très fiers. Ça flatte l'ego français. Mais est-ce que ça rend la vie plus belle pour ceux qui produisent, pour ceux qui consomment et pour les gens qui y travaillent? Moi, c'est la question que je pose. Et j'ai la réponse pour me concernant et j'espère que vos auditeurs l'ont aussi. Revenons, Guillaume Bigot, sur les grands fleurons français qui, par le passé, ont été rachetés, quoi qu'en pense le gouvernement, souvent avec l'accord, parfois contre aussi. On peut parler de la sidérurgie avec Arcelor. On peut parler, il y a à peu près un an, donc il n'y a pas si longtemps que ça, du fleuron français de l'aéronautique Latécoère qui a été racheté par un groupe américain, par exemple. Est-ce que ça veut dire que quand même, malgré tout, le gouvernement a changé d'avis et qu'il a pris conscience du danger de voir des grands groupes partir sous contrôle étranger? Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est un grand méli-mélo sous prétexte de souveraineté. Alors d'ailleurs, souveraineté pas française. Pour Arnaud Montebourg, sans doute. Pour on va en parler dans un instant. Pour Emmanuel Macron, ça m'étonnerait. C'est plutôt la souveraineté européenne, c'est-à-dire encore à nouveau du grand n'importe quoi. Mais pourquoi c'est très différent? Parce que qu'est-ce qui était choquant dans ArcelorMittal? Ce qui était très choquant, c'est que pendant 30 ans, avec notre argent, on a soutenu ce tonneau et Danaïde qui était la sidérurgie française, qu'on avait décidé de laisser mourir, mais à petit feu, grâce à des subventions. Et donc, on donnait ça à M. Mittal. En fait, on donnait notre argent à M. Mittal. C'est ça qui était très choquant. Ce qui était choquant dans le cas de General Electric ou d'Alstom ou d'Atecoer, c'est que là, il y a un lien avec la sécurité, avec l'armement, avec des choses qui sont sensibles à la fois pour la protection des intérêts vitaux des Français, mais aussi pour la protection d'un secteur qui est lui-même vital en termes de souveraineté et de puissance, qui est le secteur de l'armement et de l'aéronautique. Il y a un décret de 66 qui liste les secteurs qui sont stratégiques et qui a été complété d'ailleurs par Arnaud Montebourg lorsque celui-ci était à Bercy. Donc, moi je pense que la question de la distribution de l'alimentation, elle n'est pas anecdotique, évidemment, on s'en est rendu compte pendant la pandémie, mais c'est plutôt l'indépendance alimentaire, c'est-à-dire le fait de produire notre propre nourriture, non pas que la distribution, ça ne vaille rien, on s'en rend compte, la logistique et l'intendance ne suivent pas toujours, confère l'affaire des vaccins, mais il me semble, je suis pas j'ai pas de boule de cristal, c'est pas ma spécialité, mais il me semble qu'on parle davantage de circuits courts, qu'on parle davantage aussi d'éclater cette distribution. Si vous voulez finalement rendre, c'est l'exemple d'Internet qui diffuse des informations, si vous avez des gros canaux de communication, c'est facile de les couper et de les interrompre. Si vous avez une myriade de canaux de distribution, de l'alimentation, de la nourriture, un réseau, quelque chose qui est en réseau. La consommation fonctionne toujours, elle ne peut pas s'arrêter d'un coup sec. Exactement, voilà. Donc vous préféreriez avoir davantage, vous êtes presque d'accord d'ailleurs avec Nicolas Corato, avoir davantage de petits acteurs plutôt que 3 ou 4 ou 5, un oligopole de 4 ou 5 grands acteurs. C'est pas que je préférerais, c'est que je pense que les choses ne vont pas se faire simplement, c'est l'économie qui va en décider, c'est une évolution presque naturelle de l'économie, même si l'État peut orienter de manière stratégique, mais il me semble, si vous voulez, trois réflexions très simples, c'est que d'abord, il y a une aspiration très forte à consommer local, à consommer sain, à consommer mieux et à payer correctement les gens qui produisent et les gens qui travaillent. Et pas à surpayer des gens qui font des marges colossales, etc. Deuxième raisonnement, il y a l'idée aussi que si, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un supermarché? C'est un entrepôt avec beaucoup de lumière. C'est ça, finalement. Et du personnel quand même dedans. Pardon? Et beaucoup de personnel aussi. De moins en moins. Je vous signale que ces gens avaient le projet, je rejoins Corato, Nicolas Corato, il avait raison, ces gens avaient le projet de remplacer
ces gens par des machines. D'ailleurs, de plus en plus, pour ce qui est des caissières, effectivement, vos propres produits. Tout à fait. Donc, si on en est là, autant directement commander sur Internet. En plus, vous n'allez pas là-bas. Alors, on nous vend les supermarchés comme des lieux de socialisation, mais au secours, si la socialisation, c'est d'aller acheter des céréales dans des rayons complètement anonymisés et standardisés, c'est un cauchemar. Ça n'a pas le charme des bistrots qui sont fermés depuis des mois, ça c'est vrai. Si vous avez le choix demain, cela étant dit, Nicolas Corato et Guillaume Bigot, entre un supermarché anonyme avec une caisse automatique, mais qui est une marque française, et le grand méchant Amazon, qui est un GAFA américain, vous préférez lequel? Carrefour, même sans personnel, ou alors Amazon? Ah non, mais moi je préfère de très loin Carrefour. De très loin Carrefour, malgré tout. Nicolas Corato? Oui, enfin, je préfère aussi d'autres formes de distribution. Juste un point par rapport à ce que disait Guillaume. Guillaume Bigot a raison, mais simplement dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a construit notre système de production alimentaire en fonction de la manière dont on la distribue. Et que c'est la grande distribution qui a la main, y compris sur les modes de production. C'est-à-dire que, et ça, c'est un modèle typiquement français. Typiquement français. Et aujourd'hui, la grande distribution asphyxie ou finalement modèle la manière dont on produit. Donc on est dans un schéma complètement délirant. C'est un schéma qui est devenu fou. Et que vous ne regretterez pas, en tout cas, si jamais il s'estompe. Est-ce que la présidentielle 2022 va se jouer sur les questions de souveraineté, notamment souveraineté économique? Un homme, justement, qui avait pris beaucoup de recul, tente à faire son retour politique. On l'a vu notamment dans le journal du dimanche ce week-end. Arnaud Montebourg, qui était ministre sous François Hollande, ministre du redressement productif. Arnaud Montebourg qui s'était énormément opposé à Emmanuel Macron, membre du gouvernement, à l'époque où Emmanuel Macron poussait pour le démantèlement d'une partie d'Alstom, en tout cas la vente d'une partie d'Alstom à l'américain General Electric. Arnaud Montebourg s'en était d'ailleurs expliqué au Sénat il y a quelques mois. Y a-t-il une responsabilité de M. Macron? Écoutez, vous êtes nombreux à me questionner sur les responsabilités des uns des autres. Je sais qu'il y a une responsabilité politique des décisions qu'on prend. Moi, j'ai une responsabilité politique, j'en rends compte ici. La reddition des comptes a été inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc nous avons bien civilisé la reddition des comptes. Je trouve parfois qu'on devrait un peu la durcir. Et si Arnaud Montebourg était le candidat du Parti socialiste à la présidentielle et s'il était candidat contre Emmanuel Macron, faudrait-il s'attendre à un règlement de compte, notamment sur l'affaire de la vente d'Alstom? Je le rappelle, le géant français qui faisait d'une part des TGV, ça on les a gardés, d'autre part des turbines pour nos centrales nucléaires. Les turbines sont parties sous le contrôle de l'américain General Electric avec l'accord et même l'empressement d'Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre. Est-ce que ça va poursuivre le président de la République, Nicolas Corato? Non, mais que le souverainisme ou que la souveraineté soit un des sujets de la prochaine présidentielle, oui. Ce ne sera pas un sujet socialiste, puisqu'Arnaud Montebourg ne sera certainement pas le candidat du Parti socialiste, qui d'ailleurs, il pense qu'avec son discours sur la souveraineté, il pourra faire le pont avec un certain nombre d'hommes politiques de droite. On pense à Xavier Bertrand, etc. Donc il a très envie de se rapprocher. Est-ce que l'affaire d'Alstom va poursuivre Emmanuel Macron? L'affaire d'Alstom, elle date pas d'Emmanuel Macron, elle date de Nicolas Sarkozy, voire même un peu avant. Souvenez-vous la prise de participation du groupe Bouygues dans le groupe Alstom, et c'est la cession de cette participation qui a entraîné le rachat par General Electric. Donc c'est un micmac qui dure depuis plusieurs quinquennats, qui est une affaire, à mon avis, centrale pour comprendre comment notre pays, finalement, se dépaisse lui-même et se dépaisse sur les injonctions de sa propre oligarchie ou aristocratie. Il y a un vrai sujet de management derrière l'affaire, management politique derrière l'affaire Alstom. Oui, ce sujet-là peut ressurgir parce que je pense que les Français considèrent que, tout comme ArcelorMittal, ça fait partie de leur patrimoine, tous ces grands groupes qui ont bénéficié d'argent public. Ça faisait partie. Je rappelle, le CICE en France, c'est 40 milliards d'euros d'argent public par an. Donc tous ces grands groupes doivent des comptes aux contribuables français et aux citoyens français. Et en un mot, est-ce qu'Arnaud Montebourg aurait ses chances? Je ne sais pas si la souveraineté sera suffisamment puissante pour le porter jusqu'à l'Élysée. Je pense que ça ne suffit pas, mais je pense qu'il est l'homme qui a parlé longtemps dans le désert et qui aujourd'hui parle dans un contexte sur ce sujet qui lui est plutôt favorable. Guillaume Bigot. De toute façon, tant que les règles du jeu, si on parle de l'économie, de la souveraineté économique, tant que les règles du jeu sont tenues par l'Allemagne et par l'Union européenne sous forme d'une monnaie surévaluée, d'une interdiction d'aider vos entreprises et d'une interdiction de vous protéger contre une concurrence déloyale de pays à bas coût de main-d'œuvre, de toute façon,
voilà, vous boxez, mais vous attachez les mains dans le dos. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Mais l'État a encore le pouvoir de bloquer une fusion ou un rachat, malgré tout. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, vous laissez passer les trains, vous prenez les coups, vous ne pouvez pas riposter. Donc vous n'avez pas les moyens de votre politique. Tout ça, vous n'avez plus de monnaie, vous n'avez plus de budget. Enfin, prenez votre pelle, votre seau et allez faire un pâté. Ça ne sert à rien. Tout ça, ce sont des mots. Des mots. Bon, alors évidemment, est-ce que vous posez la question, est-ce que Arnaud Montebourg peut faire quelque chose? Oui, si justement il attaque le dur. Le dur, c'est pas que tel ou tel groupe soit racheté par un groupe étranger, c'est pas ça le dur. Sauf en effet, Alstom, Siemens, etc., des entreprises qui sont des entreprises stratégiques, c'est vrai. Mais c'est encore une idée. Et en quoi, Guillaume Bigot, le TGV que la plupart des Français n'utilisent pas beaucoup par an, pas beaucoup de fois par an, il faut quand même le reconnaître, est-il plus stratégique que le supermarché dans lequel la plupart des Français vont au moins une fois par semaine? Mais je vous réponds parce que c'est avec l'argent des Français qu'on a fait ça. Oui, mais on a fait les deux. Quand même... Les deux entreprises ont touché du... Non, attendez. Entre le CICE et des biens qui étaient des biens nationalisés, c'est-à-dire propriété du peuple français, parce qu'il faudra un jour qu'on fasse des procès et qu'on inquiète les gens qui se sont auto-distribués ce qui nous appartenait. C'est ça le vrai. Un exemple, M. Montebourg ne pose peut-être pas cette équation dans des termes aussi violents, mais il faudra le faire, parce qu'une entreprise comme France Télécom, qui est devenue Orange, une entreprise comme la SNCF, une entreprise même. Il n'y a pas de dividende à la SNCF, Guillaume Bigot, faut quand même pas. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous pensez que Alstom et qui a été vendu d'ailleurs les turbines, Alstom a été vendu à Siemens, donc voilà en partie. Donc est-ce que ça aurait pu être financé sans bénéficier de l'effet de l'argent public français qui vient des impôts des Français, effectivement. De la SNCF. Voilà, donc c'est pas possible. Ça a été financé et ça a été rendu possible par un effort sur 30 ans du contribuable français. C'est ça la vérité. Même chose pour ce qui est devenu Orange, même chose pour différentes sociétés de distribution d'eau. Toutes ces entreprises publiques, ou alors même GDF, par exemple, qui sont les héritières de monopoles publics et de monopoles d'État. J'aimerais vous remercier en tout cas d'être intervenus tous les deux ce soir. Guillaume Bigot, politologue, je rappelle votre livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. Et Nicolas Corato, merci à vous, fondateur du think tank Place de la République.